Donc, dans la première vidéo, je vous avais parlé du comportement humain et des bizarreries de ce comportement, des choses qui paraissaient pas très logiques, pas très cohérentes avec l'intelligence. Et dans la deuxième, j'ai essayé de vous montrer la façon dont les règnes qui nous ont précédés percevaient le monde extérieur, puisque, comme on l'a évoqué, la perception du monde extérieur va produire un comportement. Et donc, comprendre comment l'humain perçoit le monde extérieur va nous permettre de comprendre ces bizarreries qu'on a vues au début. Et au lieu d'en dire du mal, être devant le fait que cet humain, eh bien, c'est sa nature qui est comme ça. Il va falloir qu'il la fasse évoluer peut-être, mais c'est sa nature. On a vu donc dans la deuxième, eh bien, la façon dont le végétal perçoit, c'est extrêmement rustique, mais il perçoit la lumière et son être va s'orienter à la lumière. Cette forme de vie s'oriente à la lumière, dirige ses capteurs solaires vers la lumière. On a vu ensuite le comportement animal lié à son instinct, l'instinct étant ce qui dit à l'animal exactement ce qu'il faut faire pour être en équilibre avec le milieu ambiant, pour sauver sa propre structure et son espèce. Et je vous disais pour conclure cette vidéo qu'en fait la grande différence qui existe entre l'animal et l'homme et qui fait que nous ne sommes pas du même règne, c'est que nous n'avons pas du tout le même fonctionnement psychique et en particulier, nous n'avons pas la même perception du tout. Pourquoi ? Parce que nous percevons les choses depuis notre histoire personnelle. L'humain a une mémoire qui lui fait qu'il peut remonter dans le temps, il peut avancer dans le temps, il peut penser le passé, il peut penser le futur. L'animal, il vit dans l'ici et maintenant, ce que d'ailleurs les sagesses humaines cherchent, l'ici et maintenant. L'animal, il est dans l'ici et maintenant, où son instinct lui dit ce qu'il faut faire pour être en équilibre dans cet ici et maintenant de cet instant. L'humain, il a l'incroyable capacité de voyager dans le temps psychiquement, mais ça lui pose un problème, c'est que sans s'en rendre compte, régulièrement, tous les jours, tout le temps, quand il observe quelque chose, il observe la chose teintée de son histoire, de sa propre histoire personnelle. Et donc c'est quelque chose, pour moi, essentiel à comprendre. Et je vais vous donner des exemples, parce qu'il ne suffit pas de le dire, il faut donner des exemples, et je vais prendre des exemples dans ma profession. Quand, bien évidemment, une femme vient voir son gynécologue et qu'elle a fait 2 fausses couches, elle a forcément peur de faire une 3e fausse couche. Pourtant, les statistiques médicales disent que, pratiquement, à quelque chose près, avoir fait une fausse couche ne donne pas plus de risque d'en faire une 2e, et en avoir fait 2 donne un risque très modérément supérieur d'en faire une 3e. Ce qui veut dire que si on s'arrête à la logique, cette femme aurait dû avoir peur pour la première grossesse, autant que pour la seconde, et presque autant pour la 3e, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc on voit bien que son passé récent, les fausses couches faites l'année d'avant ou 2 ans avant ou il y a quelques mois, va produire une inquiétude que l'on peut tout à fait comprendre d'ailleurs, mais qui est liée au fait que cet instant présent de cette grossesse réactive un passé pas très lointain, qui est le passé de ces fausses couches. Jusque-là, vous me direz, c'est assez évident, sauf que comme ce processus est en route sans arrêt, eh bien on voit bien que, en fonction d'éléments personnels historiques, le vécu, la perception de l'instant ne va pas être du tout la même. Et donc les humains vont avoir des perceptions. Chaque humain aura une perception différente liée à son histoire personnelle. Si on prend un deuxième exemple, et celui-là il est très intéressant parce qu'il va vous faire percevoir à quel point ça produit non seulement des comportements extrêmement importants liés à l'histoire personnelle, mais en même temps des problèmes avec la relation avec le monde qui nous entoure. Et je vais prendre là aussi un exemple que j'ai rencontré dans ma profession, puisque je me suis beaucoup occupé d'infertilité. Une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui en souffre, eh bien, elle va tout faire pour en avoir. Et si cette grossesse ne survient pas, si elle n'est pas satisfaite dans ce désir d'enfant, eh bien, elle va souffrir de plus en plus, au point qu'elle est capable de faire des choses assez incroyables pour essayer d'obtenir cette grossesse. Mais ça va produire dans son monde intérieur quelque chose d'assez intéressant, même si c'est douloureux, mais intéressant comme observation, c'est le fait qu'elle ne supporte plus les femmes enceintes et qu'elle ne supporte plus les enfants. Pour une raison très simple, que vous comprenez, c'est que les femmes enceintes lui rappellent qu'elle n'est pas enceinte et qu'elle voudrait l'être, et qu'elle souffre de ne pas être enceinte, et les enfants lui rappellent qu'elle n'en a pas et qu'elle souffre de ne pas avoir d'enfants. Donc on voit bien que c'est la souffrance qui produit une perception des femmes enceintes et des enfants particulière et une rupture. Et ce qui est
très important à considérer, c'est que c'est la douleur qui produit ça. Parce qu'une femme qui est infertile et qui n'arrive pas à avoir d'enfant, mais qui finalement trouve que finalement c'est mieux comme ça et que elle préfère ne pas en avoir et qu'elle a plein d'autres belles choses à faire, elle ne souffrira pas des femmes enceintes, elle ne souffrira pas des enfants. Donc c'est la souffrance de cette absence qui produit une perception des femmes enceintes et des enfants, encore une fois. Alors là, on est déjà à un point important parce que c'est quelque chose qu'il va falloir comprendre dans nos propres vies. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire oui, dans ce cas-là c'est comme ça. Il faut ensuite s'interroger soi-même et se rendre compte qu'en fait, notre propre perception est liée à notre propre histoire. Et là, il n'y a que la contemplation, l'observation de soi-même qui peut convaincre chacun. C'est de l'expérience, ce n'est pas une théorie, il faut en faire l'expérience. Et par exemple, ça veut dire que quand je trouve, moi, quelqu'un de sympathique ou pas sympathique, ce n'est pas forcément lié à la personne, c'est lié à mon histoire, qui fait que cette personne a un ton de voix de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, un grand-père, une grand-mère, et qui fait que je trouve que ce ton de voix est sympathique. Ou alors, je ne la trouve pas sympathique parce qu'en fait, elle évoque quelqu'un qui a été à l'origine de douleurs dans ma propre histoire d'enfant ou de petit enfant, et que donc, en fait, je ne parle pas de la personne. Je parle de mon passé à travers cette personne. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi, encore une fois, central dans la compréhension de l'humain. Et puis, je voudrais vous faire sentir quelque chose de plus léger et en même temps pour comprendre comment on peut passer, dans le principe, d'un monde teinté de notre histoire, d'un monde inventé par notre histoire, parce que plus c'est douloureux, plus nous inventons le monde, à quelque chose qui est un monde qui serait plus proche de ce qui est. De ce qui est, pardon. Alors, je vais prendre pour ça un exemple peut-être classique que certains ont entendu, c'est le tube de l'été des 20 ans. C'est-à-dire que si j'étais capable de mettre à chacun de vous dans les oreilles le tube de l'été des 20 ans, et je lui dire de rien faire, de juste écouter cette musique, eh bien, petit à petit, les yeux fermés, il viendrait au bout de 30 secondes, une minute, un premier sentiment, et ce sentiment, je vous demanderais de l'écrire sur un papier, de s'arrêter, de mettre sur pause l'enregistrement et d'écrire, je la trouve nostalgique, je la trouve belle, je la trouve triste, je la trouve gaie, etc. Et puis, je remets les écouteurs et je fais écouter la suite et je dis, écoutez, vous ne faites rien, vous laissez remonter. Vous laissez remonter. Et on va s'apercevoir au bout d'un moment que tout d'un coup, il y a des images qui commencent à arriver, des images d'une plage, des images d'un été. Le tube de l'été, par définition, on l'écoute l'été. On ne l'a pas écouté l'année d'avant parce que ce n'était pas le même tube. Et l'année d'après, on va écouter un autre tube, donc ça ne sera toujours pas le même. Et donc, ce tube de l'été, il est lié à une période très précise de notre vie, de notre adolescence, et que donc, il va faire remonter un souvenir précis qui va porter la problématique de cette période-là. Or, quand on est adolescent, la problématique, elle est le plus souvent assez simple. Ce sont les grands amours, les grands désespoirs. Et que donc, avec cette plage qui va peut-être arriver dans un souvenir, avec les amis qui étaient là, amis E et amis IS, on va dire, eh bien, petit à petit, va arriver les personnages, l'ambiance, et puis finalement, on va se rendre compte que, en effet, ce qui remonte grâce à cette musique, c'est le plaisir que nous avions à vivre un amour sympathique ou une amitié sympathique avec des amis, ou alors un grand désespoir ou un moyen désespoir, etc. Et alors, on va revenir ensuite à ces premiers mots qu'on a écrits au bout de 30 secondes, et on va se rendre compte que quand on a dit cette musique, elle est gaie ou elle est triste, on n'a jamais parlé de la musique. On a parlé de l'été de nos 20 ans. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre, parce que du coup, ça va relativiser tout ce que nous disons sur les choses, que nous trouvons belles, pas belles, que nous n'aimons pas. Et nous avons toujours tendance à dire c'est bien, c'est pas bien, c'est beau, c'est pas beau, alors qu'on devrait dire je trouve ça bien, je trouve ça beau. Parce qu'en fait, les choses parlent de nous, de notre histoire personnelle, et c'est immensément respectable, mais ça ne parle pas de la chose en elle-même. Alors comment est-ce qu'on pourrait parler de la chose en elle-même, et en particulier de la musique? Eh bien, quand on arrive à ce point où est remontée dans un souvenir précis la problématique de cet été-là, c'est-à-dire le plus souvent un grand amour, un grand désespoir, il y a quelque chose qui, prenant conscience de ça, avec le recul de l'âge, a un regard un peu amusé sur cet événement. Au début de la vie d'adolescent, et pendant assez longtemps, et même quelquefois bien plus tard,
les désespoirs amoureux sont vécus comme des catastrophes planétaires, où le monde va s'arrêter, où nous allons mourir et nous en remettrons jamais. Alors que on sait très bien qu'on s'est tous remis des grands amours déçus et que ça fait partie de l'éducation de l'adolescent, d'avoir des déceptions amoureuses et de se relancer. C'est une simple éducation. Mais avec le recul, maintenant, c'est évident que quand on regarde cette période de notre vie, ça nous fait sourire. On a, et c'est très important de l'entendre, un regard de tendresse sur cette période-là. Alors, parce que nous avons un regard de tendresse, la douleur contenue dans ce souvenir va s'effriter. L'événement va rester. L'événement, on ne peut pas le changer. Mais la douleur liée à cet événement va s'effriter et on pourra à ce moment-là discerner ce qui appartient à la musique de ce qui appartient à notre propre histoire. Comme si, au début, comme quand on ne met pas bien au point, les 20 ans et la musique étaient confondus. Le vécu des 20 ans et la musique étaient confondus. Et puis petit à petit, nous avons séparé les deux et nous pouvons ensuite discerner ce qui appartient à la musique de ce qui appartient aux 20 ans. Bien sûr, ce processus n'est pas aussi simple dans le courant de la vie, mais son principe, c'est celui-là. Nous avons tout à fait la possibilité de passer d'inventer le monde à voir le monde. Mais on détaillera ce processus. Ça demande, dans le courant de la vie, un certain entraînement, bien évidemment, parce que si c'était si simple, ça se saurait. Voilà, et bien écoutez, pour aujourd'hui, on va en rester là, et puis nous continuerons dans la prochaine vidéo la suite de cette grande saga de l'humain.